Dans la campagne espagnole, là où les vastes étendues de champs se confondent avec l'horizon et où le temps semble s'écouler au rythme des saisons, la vie d'un vieil agriculteur paisible est sur le point d'être bouleversée par un acte d'audace inattendu. Don Manuel, un ancien fermier au regard vif et aux mains usées par les années de labeur, conduit son camion chargé de produits agricoles, véritable lien vital entre sa ferme et la communauté locale. Ce véhicule, qui a toujours été le symbole de sa persévérance et de son attachement à la terre, va devenir le théâtre d'un incident qui défiera toutes les attentes. Au crépuscule, alors que le soleil embrase les cieux de ses dernières lueurs, une bande de voleurs, armés de ruse et de détermination, s'introduit furtivement sur la route de campagne. Leurs intentions sont claires, s'emparer du camion et de son chargement pour le revendre sur le marché noir. Dans l'ombre des arbres centenaires, ils ourdissent leur plan, ignorant totalement la véritable identité de leur cible. En effet, ce que les malfaiteurs ne savent pas, c'est que Don Manuel cache bien plus qu'un passé d'agriculteur endurci. Ancien tireur d'élite de la marine des forces spéciales, il a servi comme franco-tireur dans des missions périlleuses à travers le monde, avant de choisir la quiétude d'une vie rurale. Ce soir-là, le camion de Don Manuel est volé sous les yeux ébahis de quelques témoins, et le vieil agriculteur se retrouve subitement dépouillé de son moyen de subsistance. La bande, persuadée d'avoir réussi leur coup, prend la fuite dans les méandres des chemins de campagne. Mais leur triomphe est de courte durée. Tandis que les voleurs s'enfoncent dans l'obscurité de la nuit, un calme glacial se répand sur les champs. Don Manuel, dont les années de service militaire n'ont jamais totalement disparu, active en silence des réflexes aiguisés par le temps. Dans le creux de la nuit, alors que la bande s'apprête à savourer leur gain, le destin va prendre une tournure inattendue. Dans les vastes étendues de la campagne espagnole, où les champs dorés se confondent avec l'horizon lointain et où le temps semble s'écouler au rythme des saisons, la vie paisible de Don Manuel, un vieil agriculteur respecté, bascule soudainement. Chaque matin, le camion robuste qui reliait sa ferme aux marchés locaux était bien plus qu'un simple moyen de transport. Il représentait le lien vital entre son labeur quotidien et la survie de sa famille, ainsi que celle de ses voisins. Mais en une nuit fatidique, une bande de voleurs surgit dans l'obscurité et, avec une audace implacable, s'empara du précieux véhicule. Don Manuel, homme au visage marqué par les années et les épreuves, découvrit l'ampleur de la tragédie au lever du jour. Les champs, habituellement baignés de la lumière dorée du matin, étaient désormais témoins d'un drame qui allait changer sa vie. L'attaque, soigneusement orchestrée, laissait présager que ces malfaiteurs n'étaient pas de simples délinquants opportunistes, mais qu'ils étaient issus d'un réseau criminel bien organisé, dont l'appétit pour l'illégalité n'avait d'égal que leur cruauté. Ce matin-là, dans sa modeste maison en pierre, Don Manuel se tenait devant l'entrée, les yeux embués de larmes, constatant avec amertume que le camion, chargé de fruits, légumes et autres produits frais, avait disparu. Pour lui, ce camion était le symbole de son engagement envers la terre et de la dignité de son travail. Le voir s'envoler entre les mains de voleurs le remplissait d'une rage contenue et d'une détermination farouche à ne pas se laisser abattre. Au cœur de cette situation dramatique, l'identité de Don Manuel cachait un secret qui allait bientôt émerger et changer la donne. Bien que tous le croyaient être un simple agriculteur laborieux, peu de personnes savaient qu'avant de se consacrer à la terre, il avait servi dans la marine des forces spéciales en tant que franco-tireur d'élite. Ce passé militaire, jalousement gardé, lui avait conféré une précision et une sang-froid remarquables, qualité qui n'avait jamais vraiment quitté son regard perçant, même lorsqu'il s'était retiré dans la quiétude de la campagne. Ces compétences, héritées de longues années de service et forgées dans les feux de bataille lointaines, allaient désormais jouer un rôle déterminant dans le déroulement des événements. Pendant que la nouvelle du vol se répandait dans le village, les réactions furent aussi diverses que vives. Dans le petit marché du village, des commerçants échangeaient des regards inquiets et parlaient à voix basse de l'incident, tandis que certains habitants, conscients des difficultés financières déjà présentes, craignaient que ce coup dur ne soit le début d'une série d'attaques destinées à fragiliser toute la communauté. Les rumeurs allaient bon train, évoquant non seulement le vol en lui-même, mais aussi des liens potentiels entre ces voleurs et un réseau de criminalité organisée qui avait jadis semé la terreur dans la région. Dans l'ombre, des détails intrigants commençaient à apparaître. Un jeune homme du village, prénommé Raphaël, avait aperçu, tard dans la nuit,
une camionnette noire stationnée près de la ferme, ainsi que des silhouettes encapuchonnées qui discutaient vivement sous la lueur des réverbères. Ces observations, relayées dans les discussions du soir, ajoutaient une dimension inquiétante à l'affaire, suggérant que le vol avait été planifié avec une précision chirurgicale et que les voleurs étaient bien informés des allées et venues de Don Manuel. Au même moment, dans la ferme, Don Manuel se remémorait avec une vive intensité des bribes de son passé militaire. Il se rappelait les longues heures passées à observer, depuis des positions stratégiques, le champ de bataille, à calculer chaque tir avec une précision redoutable. Ces souvenirs, qui le hantaient parfois dans le silence de la nuit, prirent une nouvelle dimension face à la situation actuelle. Une détermination se réveilla en lui, celle de ne pas laisser la criminalité écraser le fruit de ses années de labeur et de dignité. Il se dit qu'il était temps de mettre à profit les compétences acquises lors de ses missions pour traquer ses voleurs et récupérer ce qui lui appartenait de droit. Dans le village, le collectif local de citoyens, récemment formé pour lutter contre la montée de la délinquance, commençait à s'organiser. Ce groupe, composé d'habitants, de commerçants et même d'anciens policiers, voyait dans le vol du camion non seulement une agression contre Don Manuel, mais également une attaque contre l'ordre et la sécurité de toute la communauté. Des réunions improvisées se tenaient dans la salle municipale, où chacun exprimait sa colère et son désarroi. « Nous ne pouvons pas rester passifs », clamait un membre influent du collectif. « Ce vol est une insulte à notre dignité et à notre mode de vie. Il faut agir. » Ces mots, porteurs d'une volonté de revanche collective, renforcèrent la tension qui se faisait sentir dans chaque recoin du village. Alors que la nouvelle du détournement du camion de nourriture avait plongé l'orphelinat de Santa Esperanza dans une profonde inquiétude, la bande de voleurs, convaincus d'avoir réussi leur coup sans encombre, commença à célébrer leur audace dans un entrepôt isolé en périphérie de la campagne espagnole. Leurs rires et leurs éclats de voix se mêlaient au bruit lointain de la nuit, alors qu'ils comptaient sur leur prise pour réaliser d'importantes affaires sur le marché noir. Cependant, dans le tumulte de leur succès apparent, un détail inattendu allait venir renverser leur plan et révéler l'ampleur de leur erreur. Au volant du camion désormais captif, Don Manuel, que tout le monde croyait n'être qu'un humble agriculteur, cachait un passé bien plus extraordinaire. Alors que la bande s'apprêtait à le transférer dans un lieu secret, l'un des voleurs, un jeune homme impulsif prénommé Luis, remarqua quelque chose d'étrange dans le comportement du conducteur. Au lieu de montrer des signes de panique ou de soumission, Don Manuel gardait un calme glacé, observant les alentours avec une précision presque militaire. Intrigué, Luis s'approcha furtivement du camion et, en examinant la cabine, découvrit des équipements de sécurité sophistiqués et, plus surprenant encore, une vieille plaque gravée rappelant des années de service dans la marine des forces spéciales. Ce petit indice fit tressaillir Luis. Le chauffeur n'était pas un simple routier, mais possédait peut-être des compétences d'un ex-franco-tireur. L'instant fut décisif. Alors que les voleurs se délectèrent de leur prise, Luis ne put s'empêcher de partager sa découverte avec le reste du groupe. Les murmures se firent rapidement entendre. « Ce type, il n'est pas banal. » Dans un premier temps, certains rirent de la remarque, la traitant d'anecdote insignifiante. Mais rapidement, l'atmosphère changea. Un des membres plus expérimentés, Jorge, reconnut des éléments dans la plaque et les dispositifs installés dans la cabine. Ils étaient typiques des équipements utilisés par les tireurs d'élite lors d'opérations secrètes. La panique commença à poindre parmi la bande, car la révélation implicite de la véritable identité de Don Manuel semait le doute quant à la sécurité de leur opération. Pendant ce temps, à l'orphelinat, l'absence du camion n'était pas passée inaperçue. Les enfants attendaient impatiemment leur repas et l'inquiétude des responsables se faisait sentir. La disparition du véhicule, qui symbolisait l'espoir d'un approvisionnement vital, avait transformé l'ambiance en une tension palpable. Les rumeurs sur l'identité mystérieuse du conducteur circulaient déjà dans le village, et certains habitants commençaient à se demander si ce vol n'était pas le prélude à quelque chose de plus dangereux. De retour dans l'entrepôt où se réunissait la bande, le chef, un homme dur au regard perçant, décida de convoquer une réunion d'urgence pour décider de la marche à suivre. Alors que les voleurs discutaient à voix basse de l'éventuelle nécessité de se débarrasser du conducteur et de cacher leurs traces, Luis, encore troublé par sa découverte, insista pour examiner de plus près le camion. Dans un moment de tension extrême, ils ouvrirent la cabine et découvrirent une série de documents soigneusement rangés dans un compartiment secret, des dossiers d'anciennes missions,
des certificats de mérite et une correspondance qui faisait clairement référence à des opérations de tireurs d'élite menées par la marine des forces spéciales. Le choc fut immense. Ces preuves, jusque-là inconnues des voleurs, révélèrent que Don Manuel avait autrefois servi comme franco-tireur dans des missions périlleuses et que ses compétences ne s'étaient jamais éteintes. Face à cette révélation, le chef se retrouva désemparé. L'idée de s'attaquer à un ex-marine, habitué aux situations de haute tension et possédant une expertise de combat redoutable, changeait radicalement la donne. La bande, qui comptait sur la faiblesse supposée d'un simple agriculteur, se mit à douter de sa propre sécurité. Des voix s'élevèrent dans la confusion. Certains suggéraient de se débarrasser immédiatement de Don Manuel pour éviter tout risque, tandis que d'autres préconisaient de le garder prisonnier afin de l'utiliser à leur avantage, ignorant que cela pourrait se retourner contre eux. Dans un moment critique, alors que les débats faisaient rage, Don Manuel, demeuré silencieux jusqu'alors, prit la parole d'une voix calme mais ferme. « Vous croyez pouvoir me dominer ?» déclara-t-il, ses yeux perçants se posant sur chacun des voleurs. « Mais sachez que j'ai survécu aux pires épreuves. Votre arrogance sera votre perte. » Ces mots, chargés d'un passé de bravoure et de sang-froid, firent frémir l'assemblée. Le chef, réalisant la tournure imprévue des événements, ordonna un vote pour décider de la suite des opérations. La tension monta d'un cran. Chaque membre savait désormais que leur décision aurait des conséquences potentiellement fatales. Au milieu de cette atmosphère survoltée, Luis se retrouva tiraillé entre la peur et une fascination grandissante pour l'homme qui, sans le savoir, était devenu la clé de leur survie. Tandis que certains voleurs se pressaient pour convaincre le chef de se débarrasser de Don Manuel, d'autres, touchés par la dignité du vieil homme et conscients que ses compétences pourraient leur être redoutablement utiles, plaidaient pour le garder en vie, peut-être pour l'exploiter à leur avantage. Le débat se transforma en une lutte de pouvoir interne, où la stratégie et l'instinct de survie se mêlaient à la crainte de l'inconnu. C'est alors que, dans un retournement de situation inattendu, le chef prit une décision radicale. Décidant de ne pas prendre le risque d'affronter un adversaire possédant un passé aussi prestigieux, il ordonna à la bande de laisser le camion, avec Don Manuel toujours à son bord, et de disparaître dans l'obscurité de la nuit. Cette décision, censée préserver la sécurité des voleurs, se révéla être un aveu de leur impuissance face à la force insoupçonnée du vieil agriculteur. Pendant que la bande s'enfuyait précipitamment, les membres restants se regardèrent, conscients qu'ils venaient de manquer une opportunité, mais surtout qu'ils s'étaient heurtés à une légende vivante. Au lendemain de la révélation fracassante qui avait bouleversé la bande de voleurs, l'atmosphère dans les rues rurales et dans les abords de la ferme de Don Manuel se chargea d'une tension nouvelle, presque palpable. Les événements de la nuit précédente avaient laissé chacun de leurs membres sous le choc, et les réactions furent aussi diverses que profondes, témoignant de la complexité des enjeux désormais en présence. Dans l'entrepôt isolé où la bande s'était réfugiée après l'audacieux vol, le silence qui suivit la fuite précipitée des malfaiteurs était lourd de questionnements et de doutes. Luis, le jeune voleur qui avait été le premier à remarquer la singularité de Don Manuel, se tenait à l'écart, la tête basse, tandis que les autres membres se regroupaient en chuchotant fébrilement. L'atmosphère était empreinte d'un mélange d'incrédulité et de crainte. Comment avait-il pu se retrouver face à un homme capable de faire vaciller leur assurance? Certains, visiblement terrifiés, avouèrent que la découverte de la plaque gravée et des documents militaires avait éveillé en eux des peurs irrationnelles, remettant en question leur propre stratégie. Le chef, un homme dur et habitué aux méthodes brutales, était visiblement perturbé. Pendant une réunion d'urgence improvisée dans un coin sombre de l'entrepôt, il tenta tant bien que mal de rationaliser la situation. « Nous ne pouvons pas nous permettre d'être vulnérables », déclara-t-il d'un ton sec, tentant de masquer son inquiétude derrière une façade d'autorité. Pourtant, ses yeux trahissaient la peur d'avoir sous-estimé l'ennemi. Il ordonna de prendre une décision immédiate, soit se débarrasser de Don Manuel pour effacer ce rappel constant de leur échec, soit l'utiliser comme levier pour intimider ceux qui osaient s'opposer à eux. Les voix se disputaient, certains prônant la prudence, d'autres appelant à une action violente, mais l'ambiance restait empreinte de confusion et de désarroi. Pendant ce temps, loin de cet entrepôt, la réaction de Don Manuel fut tout aussi intense. De retour à sa ferme, le vieil agriculteur, dont la vie avait jusque-là suivi le cours paisible de la campagne, ressentit une colère froide et une détermination inébranlable. Plutôt que de céder à la panique,
Il prit le temps de méditer sur l'événement, se rappelant ses jours de service dans la marine des forces spéciales. Ses souvenirs, marqués par la discipline et le courage, ravivèrent en lui l'envie de ne pas se laisser abattre. Il savait que le camion représentait bien plus qu'un simple véhicule. C'était le lien vital entre son labeur et la communauté, et son vol constituait une attaque contre toute la dignité de son existence. Déterminé à restaurer l'ordre et à se venger de ceux qui l'avaient déshonoré, il se mit à préparer ses propres ajustements. Il inspecta discrètement son équipement, vérifia ses dispositifs de communication et s'entraîna dans l'intimité de son bureau, revivant mentalement les stratégies qui lui avaient permis de survivre aux situations les plus périlleuses. Dans le village, la nouvelle de la tentative d'exploitation de Don Manuel se répandit rapidement. Les habitants, choqués d'apprendre que la bande avait failli être déjouée par un ancien franco-tireur, se réunirent lors d'une assemblée improvisée dans la petite salle communale. Les discussions, d'abord hésitantes, prirent rapidement un ton plus engagé. Un commerçant, la voix tremblante d'émotion, s'exclama « Ce vieil homme n'est pas un simple agriculteur. Il a survécu aux pires épreuves et aujourd'hui, il nous montre qu'il est capable de se défendre avec une précision militaire. » Ces mots inspirèrent un sentiment de solidarité et de fierté dans le cœur des villageois, qui virent en Don Manuel un symbole de résistance face à la violence et à l'injustice. De son côté, Antonio, le journaliste d'investigation qui avait suivi de près l'affaire, publia en direct des images et des témoignages sur les réseaux sociaux, amplifiant l'impact de l'événement. Ces reportages, empreints de réalisme et de détermination, attirèrent l'attention d'un public de plus en plus nombreux, créant ainsi une onde de choc qui commença à faire pression sur les autorités locales. Antonio insista sur le fait que la présence d'un ancien commandant parmi les voleurs aurait dû être prise en compte, et il critiqua vivement la bande pour leur arrogance et leur imprudence. Quant aux usuriers, confrontés à l'échec de leur opération, certains commencèrent à se disputer sur la marche à suivre. Les plus audacieux prenaient une réaction violente pour effacer toute trace de cette honte, tandis que d'autres, plus pragmatiques, envisagèrent de négocier avec des intermédiaires afin de dissimuler l'incident et de préserver leur réputation. Cependant, la révélation de l'identité de Don Manuel semait le doute et la peur parmi eux, car ils prenaient conscience qu'ils avaient sous-estimé un adversaire dont les compétences étaient loin d'être anodines. Dans l'enceinte de l'orphelinat, le collectif Voix de la rue utilisait cet événement pour renforcer la mobilisation citoyenne. Des réunions stratégiques furent organisées pour définir de nouvelles mesures de sécurité et pour planifier des actions de prévention contre la montée de la délinquance. Les échanges entre les membres du collectif révélaient une détermination collective à protéger les plus vulnérables et à lutter contre l'exploitation. « Nous ne laisserons pas la peur nous dominer », affirmait l'un des leaders avec une assurance qui inspirait la confiance. Face à cette conjoncture, Isabella, la pianiste, ressentait un mélange d'émotions contradictoires. Les menaces et l'échec apparent de la bande lui rappelaient douloureusement la précarité de sa situation. Mais la révélation du passé héroïque de son père et la réaction inspirée de la communauté lui insufflaient une force nouvelle. Dans un moment de solitude, alors qu'elle répétait ses morceaux au piano, elle se jura de ne plus se laisser intimider et de transformer sa douleur en une arme de révolte. Chaque note, chaque accord devenait un appel à la résistance, un hymne à la dignité et à la justice. Alors que le vol du camion avait secoué la quiétude de la campagne espagnole, l'affaire prenait une tournure bien plus complexe que celle d'un simple acte criminel. Au-delà du choc initial et de la révélation de l'héritage insoupçonné de Don Manuel, de nouveaux éléments, insidieux et inattendus, commençaient à émerger, tissant autour de l'incident un réseau dense de sous-intrigues et de défis supplémentaires. Tout d'abord, des rumeurs circulaient dans le petit village et dans les communes environnantes. Plusieurs habitants évoquaient avoir vu, à plusieurs reprises, des véhicules non identifiés circuler discrètement près de la ferme de Don Manuel. Certains commerçants intrigués racontaient que ces camionnettes semblaient surveiller les allées et venues de la ferme, comme si elles attendaient le bon moment pour intervenir. Dans les cafés et sur les places publiques, des discussions animées laissaient entendre qu'un réseau de contrebandiers, lié à un ancien groupe paramilitaire, aurait émergé pour contrôler les ressources agricoles de la région. Ces murmures faisaient écho aux techniques de surveillance et aux équipements militaires découverts dans la cabine du camion, révélant que le vol ne pouvait être qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. Parallèlement,
Des éléments provenant des archives locales ajoutaient une nouvelle couche de mystère à l'affaire. Antonio, le journaliste d'investigation qui avait suivi le dossier de près, réussit à mettre la main sur d'anciens rapports de la police locale. Ces documents, datés d'une époque révolue, faisaient état d'opérations secrètes menées dans la région, impliquant d'anciens membres de forces spéciales qui auraient été recrutés par des réseaux criminels pour protéger leurs intérêts. Parmi ces rapports, un nom revenait régulièrement, commandant Ortega. Selon ses sources, cet ancien officier, ayant jadis servi dans la Delta Force, se serait détourné de ses valeurs pour collaborer avec des entités illégales. La mention répétée de ce pseudonyme dans les dossiers de l'époque semait le doute quant à l'implication de certains anciens militaires dans le réseau qui menaçait désormais la sécurité du village. Dans le même temps, le collectif citoyen Voix de la rue intensifiait ses actions pour contrer la montée de la délinquance et protéger les plus vulnérables. Lors d'une réunion dans la salle municipale, plusieurs membres du collectif expliquaient que ce vol n'était que la partie émergée d'un système corrompu, dans lequel des responsables locaux seraient complices des opérations illicites menées par le cartel. Ils évoquaient notamment des transactions financières suspectes et des échanges chiffrés entre certains élus et des figures du crime organisé. Ces révélations, bien que partiellement confirmées, donnaient une ampleur nouvelle à l'enquête, transformant le vol du camion en un véritable scandale de corruption qui impliquait l'ensemble de la communauté. En parallèle, Don Manuel, qui venait de révéler son passé glorieux de franco-tireur, se retrouvait à devoir affronter non seulement la bande de voleurs, mais aussi les répercussions de son identité désormais exposée. Un ancien camarade d'armes, Juan, ayant choisi une vie dans la sécurité privée, reprit contact avec lui. Juan expliqua que dans certains cercles, le nom de Don Manuel était encore respecté, comme celui d'un guerrier, et que cette réputation pourrait être mobilisée pour contrer les menaces. Cependant, cette réapparition de l'ancien monde militaire posait un dilemme. Dévoiler davantage son passé risquait d'attirer l'attention de puissances bien plus dangereuses que la simple bande de voleurs. Juan proposa alors de lui fournir des contacts et des ressources pour l'aider à protéger sa ferme, tout en restant dans l'ombre afin de ne pas compromettre la sécurité de la communauté. De plus, Isabella, la pianiste dont la vie avait été bouleversée par le harcèlement des usuriers, recevait de mystérieux messages anonymes lui rappelant que son propre héritage, bien que resté jusqu'alors caché, pouvait être exploité pour faire pression sur elle. Un message en particulier, envoyé tard dans la nuit, disait « Ton sang de guerrier t'appartient. N'oublie jamais d'où tu viens. » Ces messages, ambivalents dans leur tonalité, laissaient entendre qu'il existait des personnes au sein du réseau criminel qui connaissaient l'existence du secret familial d'Isabella. Cette double réalité, d'un côté la vulnérabilité d'une artiste en difficulté, et de l'autre, la force héritée d'un passé militaire, alimentait la tension et la poussait à chercher des réponses, tout en redoublant de prudence. Au sein du collectif Voix de la rue, une nouvelle dynamique s'installait également. Des citoyens, exaspérés par l'impunité et la corruption locale, commençaient à organiser des actions de surveillance et à recueillir des témoignages auprès des habitants. Ces initiatives spontanées, relayées par Antonio sur les réseaux sociaux, créaient un maillage d'informations qui renforçait la lutte contre l'oppression. Les échanges entre anciens policiers, commerçants et citoyens mobilisés donnaient l'impression que le quartier entrait dans une ère de résistance où la transparence et la solidarité étaient les armes principales pour contrecarrer les agissements du cartel et des usuriers. Enfin, un défi personnel se profilait pour Isabella. Alors qu'elle continuait à jouer de son piano pour apaiser ses angoisses, elle prit conscience que son talent pouvait devenir une arme pour inspirer et mobiliser la communauté. L'idée de donner un concert de charité, où sa musique servirait à rassembler les citoyens et à dénoncer publiquement les injustices, germa dans son esprit. Ce projet, ambitieux et porteur d'espoir, représentait à la fois une manière de réaffirmer sa dignité et de transformer sa douleur en une force collective. Elle commença à envisager de contacter d'anciens mentors et de solliciter l'aide de ses alliés pour organiser cet événement, qui pourrait, en unissant les talents et les cœurs, marquer le début d'un renouveau dans le quartier. Au cœur de ce tumulte qui secoue la communauté rurale, chaque protagoniste se retrouve confronté à des dilemmes intérieurs intenses qui compliquent encore davantage l'enjeu de la lutte. Pour Isabella, la pianiste aveugle, les pressions extérieures ne sont plus seulement des menaces physiques ou financières,
Elles révèlent aussi les conflits profonds qui la déchirent entre son art, sa vulnérabilité et l'héritage de courage qu'elle porte en elle. Assise devant son piano, dans le silence feutré de son modeste appartement, elle se perd dans des pensées tumultueuses. Chaque note qu'elle joue semble raconter non seulement la mélancolie de son quotidien, mais également l'écho d'un passé glorieux dont elle ignore encore tous les contours. La découverte que son père était un ancien commandant de la Delta Force, bien que révélé récemment par des messages anonymes, continue de hanter son esprit, suscitant en elle un mélange contradictoire de fierté et d'angoisse. Isabella se souvient avec intensité de ces rares instants d'enfance où, malgré son handicap, elle percevait dans la voix de sa mère adoptive de mystérieuses allusions au passé militaire du père inconnu. Ces souvenirs flous, désormais éclairés par la révélation de son héritage, la plongent dans une profonde introspection. Elle se demande comment concilier la douceur de son art avec la rudesse d'un passé guerrier. Comment transformer cette double identité en une force plutôt qu'en un fardeau. La question de l'acceptation de soi se pose avec acuité. Doit-elle garder le silence pour protéger sa sécurité ou bien révéler ce potentiel inexploré pour renverser l'oppression qui la harcèle? Dans le même temps, Don Manuel, le vieil agriculteur et ancien franco-tireur, se trouve confronté à ses propres démons. De retour à la ferme après la confrontation avec la bande de voleurs, il reste marqué par le souvenir de l'incrédulité des malfaiteurs face à sa véritable nature. Alors qu'il inspecte les lieux en toute discrétion, il repense aux longues heures passées sur les champs de bataille, aux décisions difficiles qui avaient parfois coûté la vie à ses camarades. Ces souvenirs, mêlés à la fierté d'avoir protégé son gagne-pain et sa communauté, réveillent en lui un conflit intérieur. La tranquillité de la campagne, désormais troublée par la présence d'un réseau criminel, contraste avec la violence qu'il a connue jadis. Il se demande si révéler davantage son passé militaire pourrait non seulement lui apporter du soutien, mais aussi servir de rempart contre ceux qui cherchent à détruire sa dignité actuelle. Son silence, jadis synonyme de sagesse et de discrétion, se transforme en une arme, mais aussi en une source de questionnement sur le prix de la vengeance et de la rédemption. Les interactions entre les différents acteurs de cette lutte ne font qu'amplifier ces dilemmes. Dans le cadre des réunions organisées par le collectif Voix de la rue, des citoyens, d'anciens policiers et des militants échangent avec passion sur la meilleure façon de contrer l'emprise du cartel et de ses complices. Lors d'une assemblée tendue dans une salle municipale, Antonio, le journaliste d'investigation, expose des preuves accablantes sur la corruption au sein des institutions locales. Mais derrière ces arguments, certains membres du public expriment leur crainte que l'escalade de la révolte ne conduise à des représailles violentes. Cette dualité, entre le désir de justice immédiate et la peur d'une spirale de violence incontrôlable, crée une tension palpable dans l'Assemblée. Les débats se font parfois houleux et chacun tente de concilier son besoin de protection avec l'espoir d'un changement réel. De plus, dans les cafés et ruelles du village, les conversations de quartier révèlent des points de vue divergents. Certains habitants, marqués par des expériences personnelles douloureuses, prônent une réaction radicale contre le cartel, allant jusqu'à envisager des actions extrêmes. D'autres, plus prudents, craignent que la violence ne vienne tout détruire et préfèrent œuvrer dans l'ombre, espérant une intervention des autorités. Ces échanges passionnés, ponctués de silences lourds de sens, illustrent la complexité d'un conflit qui touche non seulement la sécurité matérielle, mais aussi le tissu social et moral de la communauté. Au sein du collectif, Carmen, collaboratrice fidèle d'Isabella, tente de soutenir la jeune artiste tout en gérant ses propres doutes. Lors d'une discussion en petit comité, elle confie à un collègue que la découverte de l'héritage militaire d'Isabella, bien qu'inspirante, suscite également des interrogations sur la manière de canaliser cette force sans provoquer une escalade incontrôlée des tensions. « Nous avons besoin de stratégie, dit-elle, pour que ce pouvoir caché ne devienne pas une arme à double tranchant. » Ces mots résonnent comme un écho aux préoccupations d'Isabella, qui se demande comment puiser dans la force de son passé sans que cela ne la rende vulnérable à ses ennemis. Par ailleurs, les anciens camarades militaires de Marcel, comme Javier, qui ont eux-mêmes traversé des épreuves difficiles après leur service, se retrouvent à évoquer leur propre transformation. Dans un échange discret dans un café du village, Javier confie qu'après la retraite, il a souvent été déchiré entre l'envie de vivre une vie paisible et le souvenir des combats qui l'ont façonné. Ces témoignages, empreints d'émotion et de nostalgie, font écho au dilemme que traversent aussi Isabella et Don Manuel, qu'ils rappellent que,
Même lorsque le temps semble apaiser les blessures, l'ombre du passé peut ressurgir pour forger de nouvelles batailles, tant sur le plan personnel que collectif. Au fil des jours, la tension qui pesait sur Isabella se faisait de plus en plus lourde, et les menaces des usuriers se muaient en une escalade inquiétante. Chaque message anonyme reçu sur son téléphone portait un avertissement plus précis, et les regards inquisiteurs dans les ruelles de la ville espagnole semblaient désormais scruter chacun de ses pas. Dans cet environnement oppressant, de nouveaux indices commencèrent à émerger, révélant que la conspiration contre elle n'était qu'un maillon d'un réseau beaucoup plus vaste et insidieux. Un soir, alors qu'Isabella sortait de l'orphelinat pour se rendre à une répétition, son téléphone vibra avec une urgence inhabituelle. Un message apparut sur l'écran. « La vérité de ton sang se rapproche. Commandant Ortega veille sur toi. » Ces mots, mystérieux et menaçants, firent l'effet d'un électrochoc. Isabella sentit son cœur s'accélérer, alors que la mention du nom Commandant Ortega, un pseudonyme dont elle n'avait encore que de vagues échos dans les murmures de ses anciens contacts militaires, revenait à la surface, confirmant que son héritage était désormais connu des forces qui la poursuivaient. Pendant ce temps, dans le quartier, des rumeurs se répandaient rapidement. Dans un petit café du centre, un groupe de citoyens échangeait à voix basse des informations glanées par hasard. L'un d'eux, un ancien militaire à la retraite, affirmait avoir vu, à plusieurs reprises, des véhicules discrets stationnés devant l'orphelinat, ainsi que des individus au regard dur et déterminé, semblant surveiller les allées et venues de la pianiste. Ces témoignages, relayés sur les réseaux sociaux par le collectif Voix de la rue, ajoutaient une couche supplémentaire de mystère à l'affaire et faisaient naître l'hypothèse d'une infiltration de certains membres de l'appareil de sécurité local par des personnes liées au cartel. Au sein de l'orphelinat, l'ambiance était électrique. Les employés, déjà sous le choc des menaces répétées, constataient que la pression financière s'accompagnait désormais de comportements encore plus agressifs de la part des usuriers. Carmen, la fidèle collaboratrice d'Isabella, confia à un collègue qu'elle avait intercepté une conversation téléphonique entre deux recouvreurs. Dans cet échange, ils évoquaient non seulement l'importance de récupérer la dette d'Isabella, mais aussi des détails précis sur sa lignée, mentionnant des armes secrètes et faisant allusion à une force militaire cachée derrière son histoire familiale. Ces propos, bien que voilés, faisaient frissonner ceux qui les entendaient, car ils indiquaient clairement que les usuriers n'avaient pas seulement pour objectif l'appauvrissement de la pianiste, mais cherchaient également à exploiter son héritage pour asseoir leur pouvoir. Simultanément, Antonio, le journaliste d'investigation du collectif, réussit à obtenir des documents récemment divulgués par une source interne à la police locale. Ces rapports, datés de quelques semaines seulement, faisaient état de transactions financières suspectes entre des responsables municipaux et des figures connues du crime organisé. L'un des documents mentionnait expressément le nom de commandant Ortega, indiquant qu'un ancien officier, ayant jadis servi dans la Delta Force, aurait été recruté par le cartel pour superviser certaines opérations illégales dans la région. La révélation de ce lien inattendu jeta une onde de choc dans la communauté. Le réseau de corruption semblait s'étendre jusque dans les hautes sphères de l'administration et le passé militaire d'Isabella n'était plus un secret bien gardé, mais un élément exploitable par ses ennemis. Par ailleurs, dans une réunion improvisée organisée par le collectif Voix de la rue, dans une salle municipale, des citoyens indignés et des anciens policiers débattirent avec véhémence. Un ancien agent de police, la voix grave et empreinte de désillusion, expliqua qu'il avait remarqué une recrudescence de comportements suspects au sein de certains postes de police, laissant penser qu'un groupe infiltré travaillait en collaboration avec le cartel. Il évoqua également des échanges cryptés entre certains élus et des figures du crime, renforçant l'idée que le système de sécurité était gangrené par la corruption. Ces discussions alimentèrent la colère et la détermination du collectif, qui se résolut à agir pour protéger non seulement Isabella, mais toute la communauté. De son côté, Marcel, toujours en mouvement dans sa tentative de récupérer le contrôle de son camion, reçut une transmission radio d'un ancien contact militaire. Ce dernier lui confirma que le cartel avait renforcé sa présence dans la région et que des agents de sécurité infiltrés étaient en train de coordonner de nouvelles opérations pour terroriser les habitants. Marcel, conscient de l'implication de son propre passé et de la possibilité que certains de ses anciens camarades aient choisi la voie de la trahison, sentit la pression monter.
Il comprit que le moment était venu d'utiliser toute son expérience de commandant pour non seulement protéger le camion, symbole de vie pour l'orphelinat, mais aussi pour avertir Isabella que le réseau contre lequel elle se battait était bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Au fur et à mesure que ces indices se multipliaient, les tensions à l'orphelinat, dans le quartier et parmi les forces de l'ordre, convergeaient vers un point critique. Chaque nouveau message, chaque rapport glané dans les archives, chaque témoignage recueilli sur le terrain servait à renforcer la certitude que le destin d'Isabella, de Don Manuel et de la communauté tout entière était sur le point de basculer. Les liens entre le passé militaire d'Isabella, le secret de son père et l'ombre du cartel se resserraient, préparant le terrain pour une confrontation qui promettait de tout changer. Au fur et à mesure que la lutte contre le cartel s'intensifiait, l'intrigue prenait une dimension bien plus vaste que le simple détournement du camion de nourriture. Dans ce contexte de tension extrême, de nouvelles sous-intrigues se révélaient, tissant des liens inattendus entre les différents acteurs de cette lutte et dévoilant les ramifications d'un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà des frontières du village. D'une part, le collectif Voix de la rue s'affirmait comme le catalyseur d'une mobilisation citoyenne sans précédent. Lors d'une réunion improvisée dans une salle municipale, Antonio, le journaliste d'investigation, partagea avec passion des documents confidentiels obtenus grâce à des fuites internes. Ces rapports, datant de quelques semaines seulement, faisaient état de transactions financières suspectes entre certains élus locaux et des figures du crime organisé. Parmi ces documents, des relevés bancaires et des communications cryptées mentionnaient à plusieurs reprises le nom énigmatique de commandante Ortega. Cette information, qui faisait écho aux rumeurs déjà répandues dans le quartier, ajoutait une couche d'intrigue et de danger, suggérant qu'un ancien officier de la Delta Force avait été recruté par le cartel pour superviser leurs opérations. Les membres du collectif, partagés entre indignation et détermination, virent dans cette découverte une opportunité de dévoiler la collusion entre le pouvoir public et le réseau criminel. D'autre part, dans l'enceinte même de l'orphelinat, des connexions inattendues se tissaient entre les vies individuelles. Carmen, la collaboratrice fidèle d'Isabella, retrouva par hasard un vieux carnet de correspondance dans lequel était évoquée, de manière cryptique, l'existence d'un héritage de guerrier. Ces pages jaunies, rédigées à la hâte il y a de nombreuses années, faisaient allusion à des liens familiaux gardés secrets et à une lignée militaire dont l'origine avait été soigneusement dissimulée. Pour Carmen, cette découverte soulignait que le passé d'Isabella, et par extension, celui de son père, n'était pas une anomalie isolée, mais une pièce du puzzle qui reliait plusieurs générations. Elle transmit ces informations à Isabella, l'invitant à reconsidérer la signification de ses écrits et à envisager la possibilité que sa véritable force réside dans l'héritage qu'elle porte en elle. Pendant ce temps, Marcel, toujours en fuite mais résolu à protéger l'orphelinat, entra en contact avec Javier, un ancien camarade de l'unité K9. Lors d'une rencontre discrète dans un petit restaurant de campagne, Javier confia à Marcel que depuis plusieurs mois, des membres de leur ancienne unité avaient été repérés dans des zones sensibles, opérant désormais sous des pseudonymes liés au cartel. Il mentionna notamment des noms qui faisaient écho à ceux que l'on avait entendus dans les messages anonymes adressés à Isabella. Javier expliqua que certains de ces anciens soldats, jadis fiers de servir leur pays, s'étaient détournés vers la criminalité en cherchant à combler un vide laissé par leur désillusion. Cette piste offrait à Marcel l'opportunité de mieux comprendre la transformation de certains de ses anciens camarades et renforcer l'idée que le réseau du cartel puise ses ressources non seulement dans le crime organisé, mais aussi dans les ombres du passé militaire. De plus, dans le quartier, des initiatives de voisinage prirent forme pour contrer l'infiltration du cartel. Des affiches de prévention furent affichées sur les murs des commerces, appelant à la vigilance et à la solidarité. Un groupe de citoyens, baptisé Sentinelles de la ville, se mit à patrouiller dans les rues la nuit, armé de talkies-walkies et de caméras portables, afin de surveiller les activités suspectes. Ces citoyens, issus de milieux divers, commerçants, anciens policiers, étudiants, virent dans la lutte contre le cartel une cause commune qui transcende les différences individuelles. Leur action renforçait le sentiment que la sécurité et la justice étaient l'affaire de tous, et que l'union des forces civiques pouvait créer un rempart contre l'oppression. Parallèlement, des messages anonymes continuèrent d'affluer sur le téléphone d'Isabella,
avec des tonalités ambiguës. L'un de ces messages disait simplement « N'oublie pas que ton sang de guerrier peut te protéger ». Ces mots, empreints de mystère, rappelaient à la pianiste la dualité de son existence entre la fragilité d'une artiste et la puissance d'une héritière d'un passé militaire. Cette tension intérieure amena Isabella à envisager de renouer avec des contacts oubliés, notamment des membres de la Delta Force qu'elle n'avait jamais connus, mais dont les traces étaient encore présentes dans certains vieux dossiers de la police locale. Enfin, le collectif Voix de la rue organisa une série de réunions stratégiques avec des représentants d'associations locales de défense des droits et des experts en sécurité. Dans ces rencontres, l'accent était mis sur l'importance de collecter et d'analyser les nouvelles informations pour monter un dossier solide contre le cartel. Les discussions étaient intenses, mêlant analyse financière, investigation sur les liens entre des responsables locaux et le crime organisé et témoignages personnels des victimes. Antonio, le journaliste, participa activement en partageant des extraits de documents obtenus et en présentant des interviews de citoyens qui avaient été témoins de comportements suspects. Ces échanges renforcèrent la conviction que le vol du camion n'était qu'un début et que le réseau criminel avait des ramifications qui s'étendaient jusqu'aux plus hautes sphères de l'administration municipale. Alors que les jours s'égrenaient depuis le vol du camion de nourriture, l'atmosphère dans la campagne espagnole se faisait de plus en plus lourde, comme si l'air même vibrante des champs portait en elle la tension d'un destin imminent. La disparition du véhicule, pilier de subsistance pour l'orphelinat de Santa Esperanza, avait provoqué une onde de choc dans le village. Les rumeurs couraient, et chaque témoignage, chaque message anonyme, renforçait l'idée qu'un réseau criminel organisé était à l'œuvre, menaçant de plonger la communauté dans le chaos. Ce soir-là, le ciel, assombri par des nuages lourds et menaçants, semblait annoncer l'arrivée d'une tempête. Dans le petit centre communautaire, où le collectif local s'était réuni pour discuter de la situation, l'ambiance était électrique, les visages étaient tendus, et les voix basses se mêlaient aux battements précipités des cœurs. Un ancien membre de l'unité K9, Javier, raconta d'une voix rauque avoir intercepté des communications qui évoquaient le nom de commandante Ortega et des plans pour intensifier les actions du cartel dans la région. Ces révélations, loin d'être anodines, faisaient craindre que l'attaque contre l'orphelinat ne soit que le début d'une offensive bien plus vaste. Pendant ce temps, dans l'orphelinat, l'inquiétude montait d'un cran. Le directeur, M. Ruiz, avait organisé une réunion d'urgence avec tout le personnel. « Chaque minute compte », répétait-il avec gravité, car sans le camion, l'orphelinat risque de sombrer dans le désespoir. Les enfants, réunis dans la grande salle, regardaient avec des yeux emplis de crainte et d'espoir les adultes, conscients que leur avenir était suspendu à l'issue de cette lutte. De son côté, Marcel, toujours en fuite et déterminé à récupérer le camion, était confronté à une série d'obstacles imprévus. Alors qu'il sillonnait des routes de campagne sinueuses, sa radio interne vibrait de messages alarmants. Le cartel avait verrouillé plusieurs axes stratégiques et intensifiait ses recherches pour le retrouver. La tension dans la cabine était palpable et chaque virage, chaque accélération, était orchestrée avec la précision d'un ancien commandant de la Delta Force. Ces messages faisaient naître en lui un sentiment d'urgence extrême, le poussant à mobiliser tout son savoir-faire militaire pour déjouer les plans de ses poursuivants. Dans un petit café du village, le collectif Voix de la rue s'était réuni pour échanger les dernières informations. Antonio, le journaliste d'investigation, venait de révéler que des documents confidentiels obtenus auprès d'une source interne à la police locale montraient l'implication de responsables municipaux dans des transactions frauduleuses avec le cartel. Ces preuves, diffusées sur les réseaux sociaux, avaient créé une onde de choc qui faisait trembler non seulement les institutions, mais aussi l'ensemble de la communauté. Les discussions se faisaient plus animées, oscillant entre la colère et la détermination, et chacun sentait que le moment décisif était proche. Alors qu'Isabella, la pianiste aveugle, rentrait chez elle après une répétition à l'orphelinat culturel, son téléphone vibra de nouveau. Un message anonyme, plus direct cette fois, apparut sur l'écran. « Le temps de la rétribution est arrivé. Ne détourne pas le regard. » Ces mots, empreints de menaces et de détermination, firent battre son cœur plus fort. Chaque nouveau message semblait annoncer que le réseau criminel, jusque-là dissimulé dans l'ombre, se préparait à passer à l'action pour étendre son contrôle. Isabella sentit que son destin, intimement lié à l'héritage de son père et à la lutte de sa communauté, était sur le point de basculer,
Dans les rues du village, les indices s'accumulaient. Un commerçant du marché rapporta avoir vu, tard dans la nuit, une camionnette noire rôder autour de l'orphelinat, suivie de silhouettes encapuchonnées qui échangèrent des regards inquiets. Ces témoignages, ajoutés aux informations recueillies par Antonio, donnaient l'impression que le cartel se rapprochait dangereusement. Le collectif avait d'ailleurs organisé une patrouille citoyenne qui, munie de talkies-walkies et de caméras portables, surveillait les abords de l'orphelinat avec une vigilance renforcée. Dans le même temps, Don Manuel, le vieil agriculteur et ancien franco-tireur, ressentait une détermination nouvelle. Assis dans le silence de sa ferme, il repensait à ses jours de service dans la marine des forces spéciales et aux techniques de survie qui lui avaient sauvé la vie. Ses souvenirs se mélangeaient à la douleur de voir son camion voler, symbole de sa persévérance et de la vie qu'il avait bâtie. Il se promit que ce vol ne resterait pas impuni et qu'il utiliserait toute sa ruse et sa précision pour traquer les voleurs et récupérer ce qui lui revenait de droit. Dans un dernier appel téléphonique, un informateur anonyme alerta Carmen, collaboratrice d'Isabella, qu'un dossier récemment divulgué prouvait la présence d'un agent infiltré au sein de la police locale, collaborant avec le cartel pour sécuriser leurs opérations. Cette nouvelle information, relayée par Antonio, fit frémir l'assemblée du collectif, et chacun comprit que le système de sécurité était compromis. Les indices convergèrent alors pour révéler que l'ensemble de la conspiration, des usuriers aux responsables municipaux, en passant par le mystérieux commandant Ortega, s'apprêtait à atteindre un point de non-retour. Alors que la tension accumulée depuis le vol du camion atteignait son paroxysme, le village et la campagne environnante étaient plongés dans une atmosphère lourde d'anticipation. Dans une grange isolée reconvertie en salle de réunion improvisée par le collectif local, les habitants, anciens policiers et membres de la communauté se rassemblèrent pour discuter de la marche à suivre. Le vol audacieux qui avait déstabilisé la vie paisible de Don Manuel n'était plus seulement un acte de délinquance, mais le point de départ d'un affrontement inévitable entre la justice citoyenne et le réseau criminel qui opérait dans l'ombre. Au centre de la pièce, sur une grande table en bois patinée par le temps, Antonio, le journaliste d'investigation, exposa devant l'Assemblée les preuves récemment recueillies. D'après lui, des relevés bancaires, des communications cryptées et des témoignages anonymes faisaient état de liens étroits entre certains responsables locaux et le cartel qui contrôlait désormais le vol et le trafic de produits agricoles. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il d'une voix grave, ces documents prouvent que le vol de ce camion n'est qu'un maillon d'un système de corruption qui exploite les plus vulnérables. Nous devons agir maintenant pour protéger notre communauté. » Ces mots firent vibrer l'Assemblée et instaurèrent un sentiment d'urgence palpable. Pendant ce temps, Marcel, toujours en fuite après avoir brillamment détourné l'attention des voleurs grâce à ses compétences militaires, parvint à rejoindre le lieu de rassemblement. Le chauffeur, ancien commandant à la retraite, avait réussi à s'extraire de la poursuite en empruntant des routes sinueuses de la campagne, usant de manœuvres dignes d'un stratège aguerri. Son arrivée apporta une lueur d'espoir supplémentaire. D'un regard déterminé, il prit la parole. « J'ai vu ces voleurs de près. Ils sont organisés, mais ils ne se doutent pas que je ne suis pas un simple agriculteur. Mon passé m'a appris à survivre dans les pires conditions, et ce vol, aussi bien orchestré soit-il, ne sera pas leur victoire. » Sa voix, teintée de fierté et de mélancolie, rappela à tous la véritable nature de Don Manuel et de son héritage, et incita l'Assemblée à redoubler d'efforts pour reprendre le contrôle de la situation. À cet instant, le collectif Voix de la rue proposa de passer à l'action. Un vote fut organisé pour décider de la prochaine étape, soit remettre immédiatement toutes les preuves et témoignages aux autorités, soit initier une opération citoyenne pour traquer le réseau criminel et récupérer le camion volé. Les débats furent intenses. Certains, emportés par la colère, prônaient une réaction immédiate et violente, arguant que l'injustice ne pouvait plus rester impunie. D'autres, plus prudents, craignaient qu'une action précipitée ne conduise à une escalade incontrôlable de la violence et ne mette en danger les innocents du village. Au cœur de cette tension, Don Manuel, encore ébranlé par la perte de son camion mais animé par la détermination de protéger ses terres et sa dignité, intervint avec une voix posée et chargée d'émotion. « Mes amis, ce camion représente plus qu'un moyen de transport. Il est le lien entre notre terre et notre survie. Nous ne pouvons pas le laisser tomber aux mains de ceux qui veulent nous dominer. Agissons avec la sagesse de nos aînés et la force de notre unité. » La décision finale fut prise à l'unanimité.
Le collectif remit l'intégralité des preuves aux autorités locales, tout en organisant, en parallèle, des patrouilles citoyennes pour surveiller les zones stratégiques autour de la ferme et du village. Antonio fut chargé de diffuser en direct les révélations sur les réseaux sociaux afin de mobiliser l'opinion publique, tandis que Marcel s'engagea à utiliser son expertise militaire pour coordonner les efforts de surveillance et de protection, assurant que la réaction du cartel ne prenne pas de cours. Au moment où le chef de la police locale fit irruption dans la salle, accompagné d'une équipe de patrouille renforcée, l'assemblée fut submergée par un mélange d'appréhension et de soulagement. Le chef, en imposant l'ordre, annonça que toutes les mesures nécessaires seraient prises pour démanteler le réseau criminel et garantir la sécurité de la communauté. « Nous prenons cet incident très au sérieux », déclara-t-il d'une voix ferme, « et nous collaborerons étroitement avec le collectif pour traquer les responsables et restaurer la paix. » Ces mots, bien que rassurants, renforcèrent la détermination des citoyens à ne plus se laisser intimider. Dans un ultime moment de solennité, alors que les preuves étaient déposées et que les patrouilles s'apprêtaient à sécuriser les environs, Isabella se leva et, le regard fier et résolu, déclara « Ce soir, nous faisons front ensemble contre ceux qui cherchent à nous diviser. Je ne suis pas seulement une pianiste aveugle, je suis l'héritière d'un passé de bravoure, et avec vous, je transformerai notre douleur en une force de révolte. Nous reprendrons ce qui nous appartient, et nous ferons en sorte que jamais plus la terreur ne s'installe parmi nous. » Que un discours, empreint d'émotion et de détermination, provoqua une ovation spontanée de la part de tous les présents. Alors que la nuit s'épaississait sur la campagne espagnole, l'atmosphère semblait suspendue à un fil. Après les confrontations intenses et les décisions cruciales prises lors de la réunion dans la grange, tous les regards se tournaient désormais vers l'inévitable moment où le destin de l'orphelinat et de toute la communauté allait basculer. Dans le silence pesant qui régnait, chaque minute semblait s'étirer, amplifiant la tension déjà palpable dans l'air frais nocturne. Dans l'orphelinat de Santa Esperanza, les enfants, encore assoupis dans leur dortoir, ne se doutèrent de rien, mais les adultes savaient que l'orage approchait. M. Ruiz, le directeur, s'était réfugié dans son bureau pour consulter, une fois de plus, les dernières informations recueillies par le collectif Voix de la rue. Les documents confidentiels, les messages anonymes et les témoignages d'Antonio se succédaient sur son écran, confirmant que le réseau criminel s'apprêtait à frapper à nouveau. Chaque ligne lue renforçait son sentiment d'urgence. Le cartel ne tarderait pas à agir, et la sécurité de l'orphelinat, déjà mise à mal par le vol du camion, était désormais en jeu. Dans le même temps, à quelques kilomètres de là, Marcel, toujours en mouvement, se trouvait en pleine course sur des routes de campagne sinueuses. Le bruit régulier de la pluie sur le bitume se mêlait aux échos de ses propres pensées. Son poste de travail dans le camion, vestige de sa vie de commandant à la retraite, était devenu le centre névralgique d'une opération de survie. Les messages radio qu'il avait interceptés laissaient entendre que le cartel avait renforcé sa présence dans la région et que des renforts, dirigés par le mystérieux commandant Ortega, étaient en route pour exécuter une offensive majeure. Chaque information recueillie le poussait à activer en lui toutes ses compétences stratégiques, à préparer des manœuvres de diversion et à se préparer à une confrontation directe qui déciderait du sort du camion et, par extension, de l'orphelinat. Pendant ce temps, dans une salle municipale transformée en centre de coordination, le collectif Voix de la rue organisait une réunion d'urgence. Les visages étaient graves et les voix, chargées d'inquiétude, se mêlaient aux éclats de détermination. Antonio, le journaliste d'investigation, venait de recevoir une nouvelle alerte d'une source anonyme au sein de la police locale. Des relevés bancaires récents et des communications cryptées montraient que le cartel avait mobilisé une unité spéciale pour sécuriser des points stratégiques du village. Ces indices, qui confirmaient l'escalade du conflit, ajoutaient un sentiment d'urgence supplémentaire à la réunion. Un ancien agent de police, dont le regard fatigué témoignait de longues années de service, déclara « Nous sommes sur le point d'entrer dans une zone de guerre. Il faut que nous restions unis et que nous agissions vite pour protéger nos familles et nos institutions. » À cet instant critique, un nouveau message apparut sur le téléphone d'Isabella, la pianiste dont la vie avait été bouleversée par les menaces des usuriers. Le message, d'une concision glaciale, disait « L'heure de la rétribution est proche. Prépare-toi à réveiller la force qui sommeille en toi. » Ces mots,
répété à plusieurs reprises au fil des dernières heures, résonnait en elle comme un appel au combat, une injonction de ne plus rester passive face à l'injustice. Elle se rappela alors de l'héritage de son père, cet ancien commandant de la Delta Force, dont elle ne connaissait jusque-là que des bribes, et sentit en elle l'émergence d'une force nouvelle, capable de transformer sa douleur en une arme contre ses oppresseurs. Isabella se leva, ses doigts caressant distraitement les touches de son piano, alors qu'elle se remémorait les leçons de vie transmises en secret par sa mère adoptive. Elle comprit que le temps n'était plus à la réflexion, mais à l'action. Elle décida de contacter Carmen et Antonio pour organiser une opération de communication en direct, destinée à diffuser sur les réseaux sociaux des images de la mobilisation citoyenne et des preuves de la collusion entre le cartel et certains responsables locaux. Dans ce plan, chaque voix de la communauté devait se faire entendre, et chaque preuve accumulée devait être utilisée pour renverser le pouvoir des oppresseurs. Parallèlement, Don Manuel, dans le calme relatif de sa ferme, passait en revue ses équipements militaires. Les souvenirs de ses missions passées dans la marine des forces spéciales se mêlaient aux inquiétudes présentes. Conscient que sa réputation de franco-tireur pourrait inspirer les usagers de la force et semer la confusion dans les rangs des voleurs, il activa en lui une détermination nouvelle. Il se promit de reprendre le contrôle de son camion, symbole de sa vie et de l'espoir de sa communauté, et de faire payer aux voleurs le prix de leur arrogance. Alors que la pluie s'intensifiait et que le vent semblait emporter avec lui les derniers vestiges de la quiétude, tous les acteurs de cette lutte, Marcel, Isabella, Don Manuel, le collectif Voix de la rue et même Antonio, se trouvèrent à l'orée d'un moment décisif. Les indices se multipliaient, les messages s'enchaînaient, et les révélations sur la collusion institutionnelle et l'implication de figures militaires renvoyaient à une réalité où le passé et le présent s'entrechoquaient avec force. L'étau se resserrait sur le réseau criminel, et la tension atteignait un point critique, où il devenait impossible de reculer. Dans ce contexte, chaque décision, chaque geste, chaque mot prononcé contribuait à la montée en puissance d'une énergie collective prête à transformer la peur en révolte. Le destin de la communauté, l'avenir de l'orphelinat et la survie même d'Isabella étaient désormais suspendus à l'instant où les forces opposées allaient enfin se confronter dans une explosion de vérité et de justice. La nuit était noire et lourde, et sur les routes de campagne espagnoles, l'obscurité semblait se refermer sur le village. Dans une grange isolée, transformée en quartier général improvisé par le collectif Voix de la rue, tous les regards étaient rivés sur l'instant tant redouté où la vérité allait éclater. Ce soir-là, l'atmosphère était saturée de tension, et chaque seconde paraissait s'étirer, comme si le destin lui-même retenait son souffle. Au centre de la pièce, Antonio, le journaliste d'investigation, venait de projeter sur un grand écran les documents les plus récents, relevés bancaires compromettants, communications cryptées et témoignages enregistrés qui liaient étroitement certains responsables locaux au réseau du cartel. Ces preuves accablantes, révélées en direct à une assemblée de citoyens furieux et de membres du collectif, faisaient trembler l'ensemble de la communauté. Antonio déclara d'une voix grave « Ce soir, nous mettons en lumière l'ampleur de la corruption. Le réseau criminel qui a dérobé le camion de nourriture et terrorisé nos vies est désormais exposé et il ne pourra plus opérer dans l'ombre. » Alors que les applaudissements éclataient timidement dans la salle, une porte s'ouvrit brusquement. Un groupe d'hommes masqués, armés et menaçants, fit irruption dans l'entrepôt. Leurs visages étaient dissimulés par des cagoules, mais leurs voix, d'une tonalité glaciale, résonnèrent dans l'espace. Le chef, un homme à l'allure impitoyable, s'avança au milieu de la foule et lança d'un ton autoritaire. « Vous pensez pouvoir nous dénoncer sans conséquence? Vous n'avez aucune idée de la puissance que nous détenons. » À cet instant, Marcel, le chauffeur au passé glorieux de commandant à la retraite, fit irruption par une porte latérale, sa silhouette se détachant dans la lumière vacillante d'un néon. Son regard perçant, empreint d'une détermination implacable, fixait le groupe d'agresseurs. D'une voix ferme, il proclama « Vous vous êtes trompé de cible. Je ne suis pas un simple agriculteur. J'ai servi dans les forces spéciales et je ne laisserai pas la terreur s'emparer de notre communauté. » Les intimidateurs, surpris par cette intervention inattendue, hésitèrent un instant, échangeant des regards inquiets. Pendant ce temps, Isabella, la pianiste aveugle, s'avança de son propre chef. Malgré son handicap, ses gestes étaient empreints d'une assurance nouvelle.
Elle s'exclama d'une voix vibrante, « Ma musique, mon héritage et la dignité de mon père me donnent la force de me lever contre vous. » Ces mots, prononcés avec une intensité qui faisait écho au battement de son cœur, insufflèrent un regain d'énergie à l'Assemblée. Au milieu de cette confrontation, le chef masqué du cartel tenta de reprendre le contrôle en brandissant son arme, mais il se heurta à la détermination collective des citoyens et des membres du collectif. Le visage de l'homme se décomposa légèrement devant la fureur des accusations portées contre lui par Antonio, dont les documents incriminants continuaient d'être projetés sur l'écran. Les échanges verbaux se transformèrent rapidement en un tumulte de cris, de menaces et de protestations. Dans un éclair de mouvement, le chef du cartel s'élança pour intimider Isabella. Mais Marcel intervint avec une rapidité déconcertante. Grâce à ses compétences de commandant, il utilisa une manœuvre de diversion. En actionnant un dispositif dissimulé dans le camion, il déclencha une alarme stridente qui retentit dans toute la grange, semant la panique parmi les hommes masqués. La confusion se propagea comme une traînée de poudre, et dans ce chaos, le chef du cartel fut brièvement désorienté, permettant aux forces de l'ordre, qui avaient été mobilisées en renfort, d'envahir la salle. Les sirènes retentirent bientôt à l'extérieur, et les lumières bleutées des véhicules de police illuminèrent l'enceinte de l'entrepôt. Le chef de la police locale, accompagné d'une équipe d'intervention, fit irruption dans la pièce et, d'une voix ferme et autoritaire, déclara « L'ordre est rétabli. Vous êtes en état d'arrestation pour terrorisme, extorsion et corruption. » Ces mots, porteurs d'une promesse de justice, marquèrent le point de non-retour pour les membres du cartel qui se virent forcés de se rendre, l'un après l'autre. Dans un dernier moment de tension, Isabella se tourna vers l'Assemblée, ses yeux brillants d'une force nouvelle malgré son incapacité à voir. « Ce soir, nous avons prouvé que la vérité et le courage triomphent de la peur, » dit-elle d'une voix claire et résonnante. « Je suis la fille d'un héros, et avec l'aide de tous, nous allons reconstruire notre communauté sur des bases de justice et de solidarité. » Ces paroles, diffusées en direct sur les réseaux sociaux, inspirèrent des milliers de spectateurs à travers la région, transformant cet affrontement en un symbole universel de résistance. Au petit matin, alors que la rosée enveloppait les champs et que la lumière dorée du soleil perçait doucement l'horizon, le calme semblait enfin revenir sur la campagne espagnole. Le vol du camion de nourriture, qui avait plongé l'orphelinat de Santa Esperanza et la ferme de Don Manuel dans une tourmente d'incertitude, avait trouvé sa résolution. Grâce à l'union inébranlable du collectif Voix de la rue, au courage indomptable de Marcel et à la détermination retrouvée de Don Manuel, le réseau criminel s'était vu contraint de se rendre. La confrontation qui avait éclaté dans la nuit, marquée par des échanges intenses et des révélations qui avaient exposé les liens troubles entre certains responsables locaux et le cartel, avait permis de rétablir l'ordre et de faire triompher la justice dans ce coin de campagne. Dans la ferme de Don Manuel, l'ambiance était désormais empreinte d'un calme retrouvé. Le vieil agriculteur, dont la fierté et la dignité avaient été mises à rude épreuve par le vol de son camion, se tenait devant sa modeste bâtisse, observant les champs qui s'étendaient à perte de vue. Ce camion, symbole de son labeur et de sa subsistance, avait été récupéré et son retour marquait la victoire non seulement d'un homme, mais de toute une communauté. Les récoltes, autrefois destinées à nourrir la population locale, allaient reprendre leur cours, et l'espoir renaissait dans les cœurs des habitants qui voyaient en cette résolution la preuve qu'ils pouvaient, ensemble, vaincre l'injustice. Au sein de l'orphelinat de Santa Esperanza, les enfants, qui avaient tant souffert de l'absence de leur approvisionnement vital, retrouvaient peu à peu le sourire. Dans la grande salle commune, décorée de couleurs chaudes et de dessins faits à la main, des repas furent servis avec une générosité nouvelle. Les éducateurs, encouragés par l'intervention héroïque de Marcel et le courage affiché par Don Manuel, organisèrent des activités pour célébrer la victoire collective et renforcer les liens qui unissaient la communauté. L'orphelinat, symbole de fragilité et d'espoir, devenait désormais le cœur battant d'un renouveau, où la solidarité et la justice s'imposaient comme des valeurs fondamentales. Isabella, dont le destin avait été lié à celui de l'orphelinat par une série d'événements tragiques et surprenants, trouvait aussi sa place dans cette victoire. Sa musique, toujours aussi émouvante et inspirante, reprenait son rôle de lien entre les âmes et les cœurs. Lors d'un concert organisé en hommage à cette victoire, elle joua des mélodies empreintes de douleur et d'espoir, faisant vibrer l'assemblée avec la force d'un héritage retrouvé.
Dans son discours, elle déclara « Aujourd'hui, nous avons prouvé que même face aux ténèbres, la lumière de la justice et de la solidarité peut tout vaincre. Mon passé m'a appris à me battre, et ensemble, nous avons montré que chaque injustice peut être renversée par l'unité et la détermination. » Ces mots, porteurs d'un message universel, inspirèrent non seulement les habitants du village, mais également des personnes au-delà des frontières qui virent en cette histoire un symbole de résistance contre l'oppression. Marcel, quant à lui, fut salué comme un héros discret, dont les actions avaient permis de récupérer le camion et de préserver l'espoir de toute une communauté. Fort de son passé de commandant et de ses compétences stratégiques, il s'engagea à collaborer avec les autorités pour démanteler définitivement les réseaux criminels qui avaient longtemps sévi dans la région. Sa détermination à utiliser son expertise pour protéger les plus vulnérables fut relayée dans les médias, faisant de son histoire un modèle de courage et d'ingéniosité. Au niveau institutionnel, les répercussions de cette victoire se firent sentir dans l'ensemble de la région. Le collectif Voix de la rue obtint le soutien des autorités locales qui mirent en place de nouvelles mesures de sécurité et renforcèrent la surveillance dans les zones sensibles. Des partenariats furent établis entre la police, la municipalité et des associations de citoyens, créant un réseau de protection destiné à prévenir toute récidive. Les enquêtes sur la collusion entre certains responsables locaux et le cartel aboutirent à des arrestations et des sanctions furent appliquées pour restaurer la confiance des habitants dans leurs institutions. Chers spectateurs, cette histoire est bien plus qu'un récit de vengeance ou un simple combat pour récupérer un camion volé. Elle incarne la capacité d'une communauté à se lever contre l'injustice, à unir ses forces pour protéger les plus vulnérables et à transformer la douleur en une énergie de révolte et de renouveau. Don Manuel, Marcel, Isabella et l'ensemble des acteurs de cette lutte nous montrent que, même dans les moments les plus sombres, la solidarité et le courage peuvent faire triompher la vérité. Nous vous invitons à partager vos impressions et vos témoignages dans les commentaires. Avez-vous déjà été témoin d'un moment où la communauté s'est unie pour défendre ses droits? Quelles actions pensez-vous pouvoir entreprendre dans votre propre environnement pour lutter contre l'injustice et la corruption? Vos expériences et vos idées sont essentielles pour nourrir le dialogue et inspirer d'autres communautés à prendre position. Si cette histoire vous a touché et inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits de courage et de résilience. Partagez cette vidéo avec vos proches et vos amis et faites entendre votre voix. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où la justice prévaut, où chaque individu a la possibilité de se défendre et de vivre dans la dignité. Rappelez-vous que c'est dans l'union de nos actions et de nos voix que nous pouvons réellement changer les choses. Chaque commentaire, chaque partage, chaque abonnement est un pas de plus vers un avenir meilleur, un avenir où la solidarité et la vérité sont les piliers d'une société plus juste et humaine. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage intense. Et n'oubliez pas, la lumière finit toujours par triompher des ténèbres. Agissez, partagez et surtout, défendez ce en quoi vous croyez. Ensemble, nous sommes plus forts et c'est ensemble que nous pouvons transformer la peur en espoir et bâtir un avenir radieux.